Dans un monde rempli de distractions, rester concentré n'est pas seulement une compétence, c'est une nécessité. L'environnement moderne est débordant de bruit, et partout où nous tournons le regard, il y a quelque chose qui rivalise pour capter notre attention. Distraction au travail, distraction à la maison, les exigences incessantes de la vie quotidienne. La concentration est devenue une denrée rare et précieuse. Mais voici la bonne nouvelle. La concentration n'est pas un trait inné. C'est une discipline pratiquée. C'est quelque chose que vous pouvez cultiver et affiner comme un artisan aiguise ses outils. Et les récompenses, elles sont extraordinaires. Un esprit concentré accomplit plus en un jour qu'un esprit dispersé n'accomplit en une semaine. Un individu concentré se distingue dans sa carrière, construit des relations significatives et crée une vie empreinte de sens et d'accomplissement. Pensez-y. Quand avez-vous été pour la dernière fois pleinement présent, totalement immergé dans une tâche et véritablement engagé? C'est là le pouvoir de la concentration. Elle nous permet de trancher à travers le bruit, de nous aligner avec nos objectifs et de faire des progrès significatifs. La distraction, en revanche, nous vole notre potentiel. C'est un voleur qui dérobe en petits incréments imperceptibles. 1 minute ici, 1 heure là, jusqu'à ce que soudain vous regardiez en arrière et vous demandiez où est passé le temps. Mon objectif aujourd'hui est de partager avec vous 6 stratégies puissantes pour rester concentré. Pas seulement pour de brefs éclats de productivité, mais pour le long terme, là où cela compte vraiment. La concentration exige de l'effort. Elle exige de l'engagement, mais surtout, elle exige de la clarté. Clarté de but, clarté des priorités et clarté de pensée. Plus vous affinez votre concentration, plus elle devient naturelle. Et une fois que vous maîtriserez ces 6 stratégies, vous aurez les outils pour protéger votre attention, diriger votre énergie et accomplir les choses qui importent le plus. Allons-y. Stratégie numéro 1. Définissez vos priorités avec une clarté absolue. Pour rester concentré, vous devez savoir sur quoi vous vous concentrez. Cela pourrait sembler évident, mais vous seriez surpris de voir combien de personnes passent leur journée consumées par des activités qui ne s'alignent pas avec leurs véritables priorités. C'est comme entreprendre un voyage sans destination. Vous voyagerez loin, mais vous n'arriverez jamais. La clarté est le point de départ de la concentration. Sans elle, même les efforts les plus disciplinés peuvent mener à la frustration. Imaginez-vous dans un buffet avec toutes sortes de nourriture imaginables. Vous avez une assiette à la main et vous commencez à la charger avec tout ce qui semble attrayant. Avant de vous en rendre compte, votre assiette déborde et vous avez perdu la trace de ce que vous vouliez vraiment. La vie fonctionne de la même manière. Si vous essayez de tout faire, vous vous retrouverez trop étiré pour donner le meilleur de vous-même à quoi que ce soit. C'est pourquoi il est crucial de définir ce qui importe le plus. Commencez par vous demander « Quelles sont mes 3 priorités principales en ce moment ?» Pas 10, pas 20, 3. Pourquoi 3 ? Parce que la simplicité favorise la clarté. Quand vous vous concentrez sur moins de priorités, vous donnez à chacune l'attention qu'elle mérite. Écrivez-les. Les voir devant vous renforce leur importance. Définir vos priorités crée une feuille de route pour votre énergie et votre attention. Maintenant, la clarté ne consiste pas seulement à identifier les priorités. C'est aligner vos actions avec elles. Dire « je veux me mettre en forme » est une chose, mais prioriser l'exercice dans votre routine quotidienne en est une autre. Cet alignement est là où se produit la magie. Quand vos actions reflètent vos priorités, la concentration devient naturelle. Ce n'est plus une lutte pour rester sur la voie, parce que vos actions sont motivées par le but. Mais la clarté exige aussi le courage de dire non. Et dire non peut être l'une des choses les plus difficiles à faire, surtout dans un monde qui associe souvent être occupé au succès. Pourtant, chaque oui que vous dites aux distractions est un non à vos priorités. Pensez-y la prochaine fois que quelqu'un vous demande votre temps ou votre attention. Cela est-il vraiment aligné avec ce qui m'importe le plus?
Si la réponse est non, n'ayez pas peur de refuser. La concentration prospère dans un environnement de clarté. Et la clarté vient de poser les bonnes questions. Où vais-je? Que veux-je accomplir? Comment y arriverai-je? Quand vous pouvez répondre à ces questions avec confiance, vous ne vous préparez pas seulement au succès. Vous vous donnez la permission de vous concentrer sur ce qui importe vraiment. C'est la stratégie numéro 1, et elle est extrêmement importante. Définissez vos priorités avec une clarté absolue. Voici la stratégie numéro 2. Éliminez les distractions sans pitié. Les distractions sont l'ennemi de la concentration. Elles sont rusées et persistantes, s'insinuant dans votre journée et vous éloignant de ce qui importe vraiment. Si vous voulez rester concentré dans un monde distrait, vous devez apprendre à reconnaître ces distractions et à les éliminer avec détermination. J'utilise le mot « sans pitié » parce que c'est exactement ce qu'il faut. Les distractions ne se rendront pas facilement. Elles y lutteront pour votre attention. Vous devez donc lutter plus fort pour la protéger. Imaginez que vous êtes un fermier plantant des graines dans un champ. Vous travaillez dur pour préparer la terre, planter les graines et les arroser. Mais que se passe-t-il si vous n'éliminez pas les mauvaises herbes? Ces mauvaises herbes poussent plus vite que vos cultures, volant les nutriments et la lumière du soleil, jusqu'à ce que vos efforts soient castés ou gaspillés. Les distractions sont les mauvaises herbes de votre esprit. Si vous ne les éliminez pas, elles étoufferont votre concentration et vous laisseront peu à montrer pour votre temps. Alors, comment éliminez-vous les distractions? D'abord, identifiez-les. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles sont les plus grandes distractions dans votre vie? Sont-ce des appels téléphoniques inutiles, des conversations interminables sur des sujets triviaux, un espace de travail désordonné, ou peut-être une distraction interne comme vous inquiéter pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler? Écrivez ces distractions. Quand vous les nommez, vous faites le premier pas pour en prendre le contrôle. Ensuite, créez des limites. Les limites sont votre bouclier contre les distractions. Elles peuvent être aussi simples que désactiver les notifications, fermer la porte de votre bureau ou établir des horaires spécifiques pour le travail et le repos. J'ai vu des gens transformer leur productivité simplement en établissant une limite puissante, dédier des blocs de temps à un travail profond et ininterrompu. Pendant ce temps, vous vous concentrez sur une seule chose et une seule chose. Pas de multitâches, pas d'interruption, seulement une concentration pure. Mais ne vous arrêtez pas là. Regardez de plus près votre environnement. Favorise-t-il la concentration ou invite-t-il à la distraction? Un bureau désordonné est comme un aimant pour votre attention. Chaque morceau de papier, chaque objet déplacé vous appelle, détournant votre esprit de votre travail. Un espace de travail propre et organisé, en revanche, favorise la clarté et la concentration. Et l'un des facteurs les plus importants de votre environnement sont les personnes. Oui, les personnes peuvent aussi être des distractions. Maintenant, je ne dis pas que vous devez vous isoler du monde, mais vous devez être conscient de qui et de quoi vous autorisez dans votre espace quand vous essayez de vous concentrer. Si quelqu'un vous interrompt constamment ou apporte de la négativité dans votre environnement, il est acceptable d'établir des limites. Rappelez-vous, votre concentration est votre responsabilité. Maintenant, certaines distractions ne sont pas externes. Elles viennent de l'intérieur. Un esprit vagabond, le doute de soi ou le manque d'énergie peuvent être aussi perturbants qu'une distraction externe. C'est pourquoi il est important de prendre soin de votre santé physique et mentale. Dormez suffisamment, mangez des aliments nutritifs et faites de l'exercice régulièrement. Un corps sain soutient un esprit concentré. Voici la vérité. Éliminer les distractions n'est pas un événement unique. C'est une pratique quotidienne. Les distractions essaieront toujours de se faufiler à nouveau dans votre vie. Elles peuvent venir sous de nouvelles formes ou vous prendre au dépourvu, mais quand vous restez vigilant et engagé à protéger votre concentration, vous trouverez qu'il devient de plus en plus facile de les tenir à distance. Pensez-y de cette façon. Chaque fois que vous éliminez une distraction, vous réclamez un morceau de votre temps et de votre énergie. Vous créez de l'espace pour ce qui importe vraiment. Et avec le temps,
Ces petites victoires s'additionnent pour donner des résultats massifs. Soyez donc implacable avec les distractions. Votre concentration le vaut bien. Stratégie suivante, numéro 3. Maîtrisez l'art de la tâche unique. Il existe un mythe selon lequel le multitâche nous rend plus productifs. Mais demandez-vous, combien de fois essayer de faire plusieurs choses à la fois vous laisse-t-il dispersé et improductif? La vérité est que le multitâche divise votre attention, et une attention divisée mène à des résultats divisés. Si vous voulez rester concentré et vraiment exceller, vous devez embrasser la tâche unique. L'art de donner à une tâche votre attention complète et indivise jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Imaginez ceci. Vous jonglez avec plusieurs balles en l'air, chacune représentant une tâche. Au début, cela pourrait sembler gérable, même impressionnant. Mais à mesure que l'on ajoute plus de balles, il devient plus difficile de les maintenir en mouvement. Éventuellement, vous en laissez tomber une, puis une autre. La même chose se produit quand vous essayez de multitâches dans votre vie. Les tâches passent entre les mailles du filet, la qualité souffre, et vous vous sentez submergé. La tâche unique, en revanche, c'est comme tenir une balle et lui donner votre concentration complète. Vous pouvez l'examiner, la polir, et vous assurer qu'elle était faite du mieux possible, avant de passer à la suivante. C'est une approche délibérée et réfléchie qui priorise la profondeur sur la vitesse. Pour maîtriser la tâche unique, vous devez commencer par choisir la tâche la plus importante à portée de main. C'est là que vos priorités entrent en jeu. Demandez-vous, quelle est la seule chose que je peux faire maintenant qui fera la plus grande différence? Concentrez votre énergie sur cette tâche et bloquez tout le reste. Voici une façon pratique de l'aborder. Divisez votre temps en intervalles concentrés. Réglez un minuteur pour 30, 45 ou même 60 minutes et engagez-vous à travailler sur une tâche pendant ce temps. Sans vérifier les emails, sans conversation secondaire, seulement une concentration pure. Quand le minuteur sonne, prenez une courte pause puis passez à la tâche suivante ou à un autre intervalle concentré. Cette méthode entraîne votre cerveau à rester engagé et à résister à l'impulsion de divaguer. Mais la tâche unique ne concerne pas seulement le temps, elle concerne aussi l'attention. Combien de fois commencez-vous à travailler sur quelque chose pour vous distraire avec vos pensées? Vous pensez à ce que vous allez manger pour le dîner, à une conversation que vous avez eue hier ou à 100 autres choses. Quand cela arrive, ramenez doucement votre concentration à la tâche. Pensez à votre esprit comme à un muscle. Plus vous pratiquez le recentrage, plus votre capacité de concentration devient forte. Une autre clé pour la tâche unique est de reconnaître quand arrêter. Le perfectionnisme peut être sa propre forme de distraction. Il vous garde coincé sur une tâche bien après qu'elle ait atteint un point d'achèvement. Apprenez à distinguer entre assez bon et dépasser les bornes. Rappelez-vous, l'excellence ne signifie pas des retouches interminables. Elle signifie produire un travail qui s'aligne avec vos normes les plus élevées dans le temps que vous avez alloué. Et voici un conseil important. Minimisez le changement de tâche. Chaque fois que vous passez d'une tâche à une autre, votre cerveau doit se recalibrer. Ce changement mental gaspille du temps et draine de l'énergie. En restant sur une tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée ou jusqu'à ce que vous ayez fait des progrès significatifs, vous évitez la fatigue et l'inefficacité du changement constant. La tâche unique n'est pas toujours facile, surtout dans une culture qui célèbre le hustle, mais cela vaut l'effort. Quand vous vous concentrez profondément sur une tâche, vous entrez dans un état de flux, un état où vous êtes complètement immergé et performez à votre meilleur niveau. Le temps semble ralentir, les distractions s'estompent et votre productivité explose. Voici le résultat final. Faire une chose bien est bien plus précieux que faire beaucoup de choses mal. Quand vous donnez votre attention complète à une seule tâche, vous ne la complétez pas seulement. Vous la faites avec but, précision et fierté. Et avec le temps, cette habitude de la tâche unique construit un élan, vous aidant à accomplir plus tout en vous sentant moins submergé. Maintenant, voici la stratégie numéro 4.
Construisez une routine qui protège votre concentration. La concentration prospère dans la structure. Sans une routine solide, votre journée devient une série de réactions, réagissant aux interruptions, aux priorités changeantes et aux demandes inattendues. Mais quand vous avez une routine, vous êtes au volant. Vous décidez ce qui reçoit votre temps et votre énergie, et vous construisez votre journée autour de vos priorités les plus importantes. Une routine bien conçue n'est pas restrictive. Elle est libératrice. Elle élimine les conjectures et vous aide à vous concentrer sur ce qui importe vraiment. Voici ce que j'ai appris tôt. La façon dont vous commencez votre journée donne le ton à tout ce qui suit. Avez-vous déjà remarqué que quand vous commencez la journée en vous sentant pressé, il semble que vous jouez à rattraper jusqu'à l'heure du coucher? Contrastez cela avec une journée où vous commencez calmement et intentionnellement. Vous vous sentez en contrôle et votre concentration tombe naturellement en place. C'est pourquoi une routine matinale puissante est l'un des meilleurs outils pour rester concentré. Elle n'a pas besoin d'être compliquée, mais elle doit être cohérente. Prenez du temps le matin pour préparer votre esprit et votre corps pour la journée à venir. La clé est de créer un espace où vous pouvez vous aligner avec vos intentions avant que les demandes de la journée ne prennent le contrôle. Une fois que votre journée est en mouvement, une routine vous aide à rester ancré. Établissez des blocs spécifiques de temps pour vos tâches les plus importantes. Ce concept, souvent appelé blocage de temps, assure que vous dédiez des périodes concentrées aux choses qui importent le plus. Si votre priorité est de travailler sur un projet, programmez un bloc de temps où c'est tout ce que vous faites. Protégez ce bloc comme si c'était une réunion avec votre succès futur, parce que c'est le cas. Mais les routines ne concernent pas seulement le travail. Elles concernent l'équilibre. Vous ne pouvez pas vous concentrer si vous êtes constamment brûlé ou distrait par le stress personnel. Rappelez-vous, la concentration concerne la qualité, pas la quantité. Un esprit concentré a besoin de temps pour se recharger. Maintenant, que se passe-t-il quand la vie vous lance une balle courbe? Parce que, soyons honnêtes, aucune routine n'est immunisée contre les événements inattendus. Le secret est de construire de la flexibilité dans votre structure. Si quelque chose interrompt votre plan, ajustez-le et continuez. Ne laissez pas un contretemps dérailler toute votre journée. Ayez une routine de secours, une version plus simple de votre horaire idéal sur laquelle vous pouvez compter pendant les périodes chargées ou chaotiques. Un autre élément important d'une routine qui protège la concentration est de minimiser la fatigue des décisions. Chaque décision que vous prenez pendant la journée draine votre énergie mentale. C'est pourquoi tant de personnes réussies simplifient leur routine pour réduire les choix inutiles. Elles pourraient planifier leur repas à l'avance, porter des types similaires de vêtements ou créer un horaire hebdomadaire pour les tâches récurrentes. Moins vous avez de décisions à prendre, plus vous avez d'énergie pour ce qui importe vraiment. Prêtez attention à la façon dont vous terminez la journée aussi. Une bonne routine ne commence pas seulement la journée, elle la clôt. À la fin de chaque journée, prenez quelques moments pour réfléchir et vous préparer pour demain. Écrivez toute pensée persistante, établissez vos priorités pour le jour suivant et rangez votre espace de travail. Ce petit acte signale à votre cerveau qu'il est temps de se reposer et vous aide à commencer le jour suivant avec clarté. Quand vous construisez une routine qui protège votre concentration, vous n'organisez pas seulement votre temps, vous le réclamez. Vous créez un environnement où la concentration peut prospérer, où les distractions sont minimisées et où vous pouvez performer à votre meilleur niveau. Et la beauté d'une routine est que plus vous la pratiquez, plus elle devient naturelle. Ce qui nécessitait autrefois un effort devient une seconde nature, vous permettant de vous concentrer plus profondément et d'accomplir plus constamment. Stratégie suivante, numéro 5. Cultiver la discipline mentale à travers la pleine conscience. La concentration ne se produit pas seulement dans le monde extérieur. Elle commence dans l'esprit. Pour rester concentré dans un monde plein de distractions, vous devez cultiver la discipline mentale. Et l'une des façons les plus efficaces de le faire est à travers la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience est l'art d'être présent,
totalement engagé dans le moment actuel sans jugement ni distraction. Il s'agit d'entraîner votre esprit à rester où il est au lieu de vagabonder vers le passé ou le futur. Maintenant, ce n'est pas une idée abstraite. Pensez à combien de fois votre esprit est tiré dans 100 directions. Vous pourriez travailler sur une tâche, mais soudain vous pensez à une conversation que vous avez eue la semaine dernière, ou vous vous inquiétez d'un événement qui n'a même pas encore eu lieu. Ces distractions mentales drainent votre concentration et avec le temps, peuvent vous laisser dispersés et improductifs. La pleine conscience vous aide à prendre le contrôle de vos pensées et à rediriger votre attention là où elle doit être. Une façon de cultiver la pleine conscience est à travers la respiration intentionnelle. C'est simple mais puissant. La prochaine fois que vous sentez votre concentration glisser, arrêtez-vous et prenez une respiration profonde. Portez attention à la sensation de l'air entrant dans vos poumons et sortant de votre corps. Ce petit acte vous ramène au moment présent, ancrant votre attention et vous aidant à vous recentrer. Une autre pratique puissante de pleine conscience est de réserver quelques minutes chaque jour pour simplement être immobile. Vous n'avez besoin d'aucun outil ou technique spéciale, juste un endroit tranquille où vous pouvez vous asseoir sans distraction. Fermez les yeux. Prenez quelques respirations profondes et concentrez-vous sur le présent. Quand votre esprit commence à vagabonder, ramenez-le doucement à votre respiration ou aux sensations dans votre corps. Cette pratique ne consiste pas à éliminer les pensées. Il s'agit d'apprendre à les observer sans vous laisser emporter. Mais la pleine conscience ne se limite pas au moment tranquille de réflexion. Vous pouvez apporter la pleine conscience à votre vie quotidienne en pratiquant un engagement total dans tout ce que vous faites. Si vous travaillez sur une tâche, donnez-lui votre attention indivise. Notez les détails, les textures et les sensations du travail lui-même. Si vous avez une conversation, écoutez profondément sans penser à ce que vous allez dire ensuite. Voici un point important. La pleine conscience ne concerne pas la perfection. Elle concerne la pratique. Il y aura des moments où votre esprit vagabondera et c'est correct. La clé est de remarquer quand cela arrive et de ramener doucement votre concentration avec le temps. Ce processus renforce votre discipline mentale, rendant plus facile de rester concentré même au milieu des distractions. La pleine conscience vous aide aussi à gérer le stress, qui est une barrière majeure à la concentration. Quand vous êtes stressé, votre esprit a tendance à s'emballer, sautant d'une pensée à l'autre. Mais la pleine conscience crée une sensation de calme et de clarté, vous permettant d'aborder les défis avec un état d'esprit concentré et orienté solution. C'est comme nettoyer le brouillard de votre pare-brise mental. Vous pouvez voir la route devant plus clairement. Un autre avantage de la pleine conscience est qu'elle améliore votre capacité à prioriser. Quand votre esprit est calme et concentré, il est plus facile de distinguer entre l'urgent et l'important. Vous pouvez aborder votre journée avec plus d'intentionnalité, choisissant des actions qui s'alignent avec vos objectifs au lieu de réagir à chaque demande sur votre temps. Voici quelque chose à considérer. Plus vous pratiquez la pleine conscience, plus elle devient naturelle. C'est comme entraîner un muscle. Au début, cela pourrait sembler peu familier, même challenging. Mais avec un effort constant, vous remarquerez un changement. Votre esprit devient plus aiguisé, votre concentration plus forte et votre capacité à rester présent, plus fiable. La concentration ne concerne pas seulement la gestion des distractions externes, elle concerne la maîtrise de votre monde interne. Quand vous cultivez la pleine conscience, vous créez une base pour une concentration durable. Vous gagnez la capacité de diriger votre attention avec intention, peu importe ce qui se passe autour de vous. Et dans un monde plein de bruit, c'est une compétence qui vaut la peine d'être développée. Ainsi, c'est la stratégie numéro 5. Cultivez la discipline mentale à travers la pleine conscience. Maintenant, voici la stratégie numéro 6. Rechargez-vous régulièrement pour soutenir votre concentration. La concentration est une ressource finie. Comme un muscle, votre capacité à vous concentrer s'affaiblit avec une utilisation excessive. Pour rester concentré dans un monde débordant de distractions, vous devez vous recharger régulièrement.
Cela ne concerne pas travailler plus dur ou plus longtemps. Il s'agit de travailler plus intelligemment. Prendre du temps pour reposer et renouveler votre énergie assure que votre concentration reste aiguisée et durable. Pensez à votre concentration comme à une bougie. Si vous la brûlez continuellement sans soin, elle fondra rapidement, vous laissant dans l'obscurité. Mais si vous en prenez soin, en lui donnant des moments pour reposer et récupérer, elle brûlera plus brillante et plus longtemps. Trop de personnes essaient de pousser à travers l'épuisement, croyant que continuer est un signe de force. En réalité, c'est une recette pour le burn-out. L'une des façons les plus efficaces de recharger votre concentration est de prendre des pauses régulières tout au long de la journée. Elles n'ont pas besoin d'être longues. De 5 à 10 minutes suffisent souvent, mais elles doivent être intentionnelles. Éloignez-vous de votre travail, étirez-vous, faites une promenade ou asseyez-vous simplement en silence et respirez. Ces moments de repos permettent à votre esprit de se réinitialiser et à votre énergie de se reconstituer. Voici une technique pratique. Travaillez en intervalles concentrés suivis de courtes pauses. Vous pourriez travailler pendant 50 minutes, puis prendre une pause de 10 minutes. Ce rythme imite les cycles naturels de votre cerveau, qui ne peut maintenir une concentration intense que pour des périodes limitées. En alignant votre travail avec ces cycles, vous améliorez à la fois votre productivité et votre bien-être. Une autre clé pour recharger votre concentration est de dormir suffisamment. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Quand vous êtes privé de sommeil, votre capacité à vous concentrer chute et les distractions deviennent plus difficiles à résister. Visez 7 ou 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Créez une routine de coucher qui vous aide à vous détendre et évitez les activités stimulantes ou la caféine avant de dormir. Le sommeil est quand votre cerveau consolide les souvenirs, traite l'information et se prépare aux défis du jour suivant. L'activité physique est une autre façon puissante de vous recharger. L'exercice augmente votre énergie, clarifie votre esprit et améliore votre humeur. Il n'a pas besoin d'être intense. Des activités simples comme marcher, s'étirer ou faire du yoga peuvent avoir un impact profond. La clé est la cohérence. Faites du mouvement une partie régulière de votre journée et vous trouverez que votre concentration dure plus longtemps et se sent plus forte. Mais se recharger ne concerne pas seulement le repos physique. Il concerne aussi le rajeunissement mental. Faites les choses qui vous inspirent. Lisez un livre qui excite votre imagination. Écoutez de la musique qui élève votre esprit. Passez du temps dans la nature. Ces moments de joie et d'inspiration remplissent votre réserve mentale, vous donnant l'énergie pour aborder les défis avec une perspective fraîche. Et rappelez-vous, la connexion est tout aussi importante. Passer du temps avec des êtres chers, partager des rires et construire des relations significatives fournit un type différent de recharge. La connexion humaine nous rappelle pourquoi nous faisons ce que nous faisons et apporte de l'équilibre à nos vies. L'un des aspects les plus négligés du rechargement est de savoir quand s'éloigner complètement. Parfois, la meilleure façon de résoudre un problème ou de récupérer la concentration est de prendre une pause plus longue, une escapade de week-end, une journée libre ou même quelques heures, à faire quelque chose d'un lié à votre travail. Quand vous revenez, vous trouverez souvent que les solutions viennent plus facilement et que votre motivation est renouvelée. Se recharger n'est pas un signe de faiblesse, c'est une stratégie pour la force. Quand vous priorisez le repos et le renouvellement, vous ne préservez pas seulement votre concentration, vous l'améliorez. Vous construisez une base qui vous permet de performer à votre meilleur niveau jour après jour, sans tomber dans le piège du burn-out. Rappelez-vous ceci, la concentration est un marathon, pas un sprint. Pour rester dans le jeu à long terme, vous devez vous doser. Vous recharger régulièrement assure que votre concentration reste un outil puissant, prêt à vous servir quand vous en avez besoin. La concentration est l'un des actifs les plus précieux que vous puissiez cultiver dans un monde qui vous tire constamment dans différentes directions.
Quand vous apprenez à diriger votre attention avec intention, vous débloquez le pouvoir d'atteindre vos objectifs, de construire des relations significatives et de vivre une vie de sens. Ces 6 stratégies ne sont pas seulement des conseils. Elles sont une feuille de route pour maîtriser votre concentration et la protéger contre les innombrables distractions qui nous entourent. Pensez à ce que vous avez gagné aujourd'hui. Vous avez appris l'importance de définir vos priorités avec clarté, comprenant ce qui mérite vraiment votre attention. Vous avez reconnu la nécessité d'éliminer les distractions avec une détermination inébranlable, coupant le bruit pour faire de la place au progrès. Vous avez embrassé la tâche unique comme un outil pour canaliser votre énergie dans un travail profond et significatif. Et vous avez découvert comment une routine solide peut fournir une structure pour soutenir votre concentration. Vous avez aussi vu comment la pleine conscience peut entraîner votre esprit à rester présent, aiguisant votre discipline mentale et vous aidant à gérer les distractions internes et externes. Et enfin, vous avez exploré la pratique essentielle de vous recharger régulièrement, comprenant que la concentration est une ressource renouvelable qui nécessite soin et attention pour se maintenir. La beauté de ces stratégies est qu'elles fonctionnent ensemble. Chacune renforce et complète les autres, créant un système qui non seulement améliore votre concentration, mais transforme la façon dont vous abordez vos journées, votre travail et votre vie. Mais rappelez-vous ceci, la connaissance sans action est comme une graine laissée sans planter. Elle a du potentiel, mais elle ne peut pas porter de fruits. Prenez ces stratégies et mettez-les en pratique. Commencez petit, peut-être en définissant vos 3 priorités principales, ou en réservant seulement 10 minutes par jour pour mettre votre esprit en ordre. Construisez l'élan et avec le temps, vous remarquerez une différence profonde dans votre capacité à rester concentré et à atteindre des résultats significatifs. La concentration ne concerne pas seulement faire plus, elle concerne faire ce qui importe. Elle concerne aligner vos actions avec vos valeurs et votre vision. Elle concerne créer une vie où votre attention sert vos objectifs, au lieu d'être dispersé par les distractions. Ainsi, je vous laisse avec ce défi. Protégez votre concentration comme si c'était votre ressource la plus précieuse parce que c'est le cas. Investissez-y, nourrissez-la et protégez-la. Quand vous le ferez, vous n'accomplirez pas seulement plus, vous trouverez plus de satisfaction et de joie dans le voyage. Votre esprit concentré est votre plus grand allié. Utilisez-le sagement. L'attitude est tout. Elle façonne la façon dont vous vous présentez. Elle colore la façon dont vous voyez le monde. Elle influence la façon dont vous répondez à l'échec, dont vous maintenez l'élan, dont vous menez, dont vous vous remettez et dont vous vivez. Ce n'est pas seulement un état d'esprit, c'est un muscle. Et la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils ont le pouvoir de la modeler. Ils pensent que l'attitude est quelque chose avec laquelle on naît, ou quelque chose qui monte et descend avec vos circonstances, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Une attitude gagnante est quelque chose que vous construisez brique par brique, jour après jour. Vous l'avez vu. Des personnes avec moins de talent, mais plus de cran. Des personnes avec plus de pression, mais plus d'optimisme. Des personnes qui entrent dans la pièce et élèvent l'énergie. Pas parce que tout dans leur vie est parfait, mais parce qu'elles se sont entraînées à se présenter de cette façon. Ce n'est pas de la chance, c'est du travail. C'est de la pratique, c'est de la mentalité. Et c'est ce qui sépare les personnes qui grandissent de celles qui stagnent. Pas l'intelligence, pas l'opportunité, pas les connexions, c'est l'attitude. Parce que l'attitude drive le comportement. Le comportement drive les décisions, et les décisions façonnent tout le reste. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Vous n'avez pas besoin d'un discours motivant chaque matin. Vous avez besoin d'une mentalité câblée pour gagner. Une qui est déconstruite pour les défis, entraînée pour la pression et ancrée dans la discipline. La plupart des gens ne pensent pas à l'attitude comme à une habitude. Mais c'en est une. C'est une collection de croyances, de tons, de dialogues internes, de postures, de suppositions et de réflexes émotionnels qui sont répétés tous les jours. Et ce que vous répétez le plus devient votre défaut. Ainsi,
Si vous vous réveillez en pensant petit, en répétant le doute, en rejouant l'échec, vous n'avez pas seulement une mauvaise journée, vous construisez un mauvais schéma. Et ce schéma devient l'histoire dans laquelle vous vivez. Mais si vous changez ce schéma, tout change. Quand vous choisissez de construire une mentalité qui attend la croissance, qui cherche l'opportunité, qui assume la responsabilité, qui mène avec enthousiasme même quand la vie ne vous donne pas de raison de sourire, vous devenez dangereux. Vous devenez résilient. Vous devenez magnétique. Pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous devenez plus fort. Vous n'attendez pas une bonne humeur, vous la créez. Vous n'attendez pas que la vie vous traite mieux. Vous traitez la vie différemment. Cela ne signifie pas ignorer la douleur. Cela ne signifie pas prétendre que tout va bien. Une attitude gagnante n'est pas une positivité fausse. C'est une perspective réelle. C'est de la force sous contrôle. C'est choisir d'affronter les faits sans s'y soumettre. C'est mener avec une énergie qui élève au lieu d'une énergie qui draine. Et c'est se rappeler que votre attitude affecte tous ceux autour de vous, votre famille, votre équipe, vos clients, vos amis. Votre présence change les pièces d'une manière ou d'une autre. La question est, quel type d'énergie apportez-vous avec vous? Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de vous sentir incroyable tous les jours, mais vous avez besoin de décider quel type de personne vous voulez être quand la vie devient difficile. Quel type de mentalité vous voulez porter quand les choses ne se passent pas comme vous voulez? Quel type de voix vous voulez parler quand la peur commence à chuchoter à nouveau? Cette décision, cette posture est la base d'une attitude gagnante. Et quand vous construisez cette attitude à dessein, pas seulement en théorie, mais en pratique quotidienne, vous cessez d'être contrôlé par votre environnement. Vous cessez de réagir et commencez à répondre. Vous cessez d'attendre et commencez à mener parce que maintenant vous n'attendez pas un meilleur jour. Vous vous présentez comme la personne qui en crée un. Le premier méthode pour cultiver une attitude gagnante est de maîtriser votre dialogue interne, parce que les mots que vous vous dites ne sont pas seulement des sons dans votre tête, ce sont des instructions. Ils façonnent comment vous vous sentez, comment vous agissez et en quoi vous croyez être capable. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de combien leur langage interne est devenu négatif. Ils pensent qu'ils sont réalistes. Ils pensent qu'ils se protègent de la déception. Mais en réalité, ils répètent l'échec avant que la vie n'ait même la chance de les défier. La personne la plus puissante dans votre vie, c'est vous. Et la voix la plus influente dans votre vie est la vôtre. Ainsi, quand vous vous parlez avec doute, avec honte, avec pessimisme, avec sarcasme, votre cerveau écoute. Il le prend pour vérité. Il commence à construire une identité autour de cela. Vous pensez que vous êtes prudent, mais en réalité, vous devenez limité parce que vos mots peignent un tableau dans lequel votre futur moi doit marcher. C'est pourquoi vous devez auditer votre langage, le ton, la phraséologie, les suppositions. Si quelqu'un d'autre vous parlait de la manière dont vous vous parlez dans vos moments bas, voudriez-vous les avoir dans votre vie? Si la réponse est non, alors pourquoi laissez-vous cette voix mener? Pourquoi lui permettez-vous de narrer l'histoire de votre vie? Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser la négativité devenir votre bande-son interne. Parce que l'attitude suit le langage. Vous ne pouvez pas marcher en confiance tout en pensant à la défaite. Vous ne pouvez pas bouger en clarté tout en parlant en confusion. Vous ne pouvez pas gagner tout en chuchotant des raisons pour lesquelles vous perdrez probablement. Ainsi, vous changez le schéma. Vous commencez par remarquer, pas juger, juste remarquer. Vous vous entendez dire « Je ruine toujours cela ». Et vous faites une pause, vous attrapez la phrase « Je ne suis pas bon dans cela ». Et vous la questionnez. Vous vous entendez par défaut à « C'est ainsi que je suis ». Et vous la défiez non avec un hype faux, avec une meilleure vérité, avec une vérité alignée, avec des mots qui reflètent qui vous devenez, pas qui vous avez été. Cela prend du travail, cela prend de la répétition, cela prend de la discipline. Mais plus vous le faites, plus cela devient facile.
Vous commencez à attraper les schémas négatifs plus rapidement. Vous commencez à recabler votre cerveau en temps réel. Vous commencez à remplacer le jugement par le leadership, la honte par la force, le pessimisme par la possibilité. Vous commencez à parler avec direction, avec intention, avec un langage qui construit au lieu de briser, des mots qui énergisent au lieu de drainer. Vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir bien pour parler puissamment. Vous parlez puissamment pour pouvoir vous sentir différemment. Vous vous menez avec le langage. Et vous n'avez pas besoin d'être bruyant. Vous n'avez pas besoin de réciter des mantras. Vous avez juste besoin de vous dire la vérité d'une manière qui vous élève, au lieu de vous limiter. Vous avez besoin de décider que la voix dans votre tête deviendra votre allié, pas votre ennemi. Qu'elle parlera avec clarté, pas confusion. Qu'elle parlera avec but, pas pitié. Quand vous construisez cette habitude, toute votre journée change. Vous cessez de craindre les défis. Vous commencez à vous parler comme quelqu'un qui est construit pour eux. Vous cessez de vous rétrécir quand les choses deviennent inconfortables. Vous commencez à vous entraîner à travers cela. Vous cessez de spirale dans la peur. Vous commencez à vous ancrer dans la concentration et avec le temps, cette voie devient automatique. Elle devient normale. Elle devient votre défaut. Pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous avez entraîné votre cerveau à répondre différemment. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de gagner tous les jours, mais vous avez besoin de cesser de permettre à votre langage interne de vous garder coincé. Ainsi, écrivez un meilleur script et répétez-le jusqu'à ce que vous le croyiez, jusqu'à ce qu'il se sente comme le vôtre, jusqu'à ce qu'il sonne comme de la force. Parce que la voix en laquelle vous croyez le plus est celle que vous entendez le plus. Assurez-vous que cette voix construise quelque chose dans lequel vous voulez vraiment vivre. Le deuxième méthode pour cultiver une attitude gagnante est de passer de l'attente à l'appréciation. Parce que la déception ne vient pas de ce qui arrive. Elle vient de ce que vous attendiez qu'arrive. Vous pensiez que ce serait plus facile. Vous pensiez que cela viendrait plus vite. Vous pensiez qu'on vous soutiendrait. Vous pensiez que cela fonctionnerait la première fois. Et quand ce ne fut pas le cas, vous n'avez pas seulement ressenti la perte. Vous vous êtes senti volé. Vous vous êtes senti déçu. Vous vous êtes senti comme si la vie vous avait trahi. Mais la vie ne vous a pas trahi. Vos attentes l'ont fait. Elles n'étaient pas mauvaises, mais elles n'étaient pas examinées. Elles étaient enracinées dans des suppositions, pas dans la stratégie. Et si vous vivez dans l'attente sans conscience, votre attitude sera toujours fragile. Elle oscillera de haut en bas en fonction de la proximité avec laquelle le monde correspond à votre image. L'appréciation, en revanche, est stable. Elle n'exige pas. Elle reconnaît. Elle magnifie ce qui fonctionne, même quand il y a encore du travail à faire. Elle dit « Je ne suis pas encore où je veux être, mais je suis reconnaissant de ne pas être où j'étais. » Elle dit « On ne me doit rien, mais on m'a donné beaucoup. » Et cette mentalité, cette habitude, crée une énergie qui vous soutient. Elle ne vous fait pas seulement vous sentir bien, elle vous rend fort. Une attitude gagnante n'est jamais construite à partir du sentiment d'avoir droit. Elle est construite à partir de la gratitude. Les personnes qui endurent les saisons les plus dures, celles qui continuent de grandir, celles qui restent claires et cohérentes, ont appris à trouver quelque chose à apprécier, peu importe ce qui se passe autour d'elles. Pas parce que tout va bien, mais parce qu'elles refusent de donner leur pouvoir aux circonstances. Elles ont entraîné leurs esprits à se concentrer sur le progrès, pas seulement sur la perfection. À voir les leçons, pas seulement les pertes, à voir les personnes, pas seulement les problèmes, à se réveiller tous les jours et chercher ce qui va bien, pas seulement ce qui manque. Ce changement n'est pas de la faiblesse, c'est du pouvoir. Parce qu'il vous garde dans le jeu quand tout autour de vous dit que vous devriez être amer, en colère, sans espoir ou fini. Vous n'avez pas besoin d'ignorer la douleur pour pratiquer l'appréciation. Vous n'avez pas besoin de prétendre que tout est génial. Vous avez juste besoin de chercher ce qui va bien, ce qui est utile, ce qui grandit.
Vous avez besoin de cesser de répéter tout ce qui ne va pas et de commencer à renforcer ce qui va bien. Même si c'est petit, même si c'est silencieux, même si personne d'autre ne le voit encore. Vous commencez à apprécier l'opportunité de vous présenter à nouveau. La leçon dans le contretemps, les personnes qui sont restées, le petit progrès que vous avez fait, la croissance dans votre mentalité, la discipline que vous n'aviez pas, le fait que vous êtes encore debout, encore en train d'essayer, encore en train de respirer, encore en train de construire. La gratitude n'est pas seulement quelque chose que vous ressentez, c'est quelque chose que vous pratiquez. C'est un muscle que vous fléchissez, que vous écrivez, que vous parlez, que vous entraînez vos yeux à chercher. Vous entraînez votre cerveau à s'en nourrir. Et plus vous le pratiquez, plus il devient disponible, plus il se sent naturel, plus votre attitude s'enracine dans ce qui est vrai au lieu de ce qui manque. Ce changement vous protège de l'amertume, du burn-out, de l'histoire qui dit « Si cela ne va pas comme je l'imaginais, cela ne vaut pas la peine ». La gratitude vous sort de ce mensonge. Elle vous ancre dans ce qui fonctionne. Elle vous rappelle pourquoi vous avez commencé. Elle garde votre cœur doux quand le monde se sent dur. Elle vous donne accès à la force sans avoir besoin que tout soit parfait. Parce que parfait n'arrive jamais. Parfait n'existe pas. Mais la présence, oui. Le progrès, oui. Et quand votre attitude est construite sur l'appréciation au lieu de l'attente, vous cessez de ressentir du ressentiment pour le processus et commencez à vous associer avec lui. Vous cessez de needing des victoires constantes pour vous sentir digne. Vous cessez d'attendre que le monde coopère avant de vous présenter avec paix et but. Ainsi, vous construisez cette habitude. Vous faites de la gratitude votre défaut. Pas un jour, pas seulement pendant les fêtes, pas seulement quand les choses vont dans votre sens, mais quotidiennement, répétitivement, intentionnellement, même quand c'est dur, surtout quand c'est dur. Parce que la gratitude n'est pas seulement une réponse aux bonnes choses. C'est une graine qui les produit. Le troisième méthode pour cultiver une attitude gagnante est de cesser de prendre les choses personnellement. Parce qu'au moment où vous internalisez tout, vous donnez votre pouvoir. Vous transformez chaque défi en une attaque contre votre caractère, chaque retard en une déclaration de votre valeur, chaque désaccord en un rejet personnel. Et quand cela devient votre schéma, votre vie émotionnelle devient chaotique. Chaque journée devient une bataille pour protéger votre identité des offenses perçues. La vérité était que la plupart de ce qui se passe autour de vous a très peu à voir avec vous. Les gens ne pensent pas à vous presque autant que vous pensez qu'ils le font. Ils gèrent leurs propres tempêtes, leurs propres peurs, leurs propres blessures. Et quand vous apprenez à voir la vie à travers cette lentille, tout s'adoucit. Vous ne cessez pas d'importer, mais vous cessez de vous effondrer. Une attitude gagnante est enracinée dans la résilience, pas dans la fragilité. Elle ne s'effondre pas chaque fois que quelqu'un vous comprend mal. Elle ne déraille pas chaque fois que quelqu'un n'applaudit pas. Elle ne gaspille pas d'énergie à élaborer des histoires élaborées sur pourquoi les choses ont mal tourné ou ce que les gens voulaient vraiment dire. Elle ne transforme pas chaque inconvénient en une crise d'identité. Vous avez besoin d'une peau plus épaisse, pas d'un cœur plus froid, mais d'un filtre plus fort, d'une meilleure limite interne. Ainsi, quand le monde vient vers vous avec critique, confusion ou chaos, vous pouvez maintenir votre centre. Vous pouvez dire « ce n'est pas à moi de porter ». Vous pouvez dire « c'est à propos d'eux, pas de moi ». Vous pouvez dire « ce moment est dur, mais il ne me définit pas ». Quand vous prenez tout personnellement, vous cessez de voir clairement. Vous réagissez au lieu de répondre. Vous parlez depuis la douleur au lieu du principe. Vous spiralez sur des choses qui ne méritent pas votre attention. Vous créez du sens là où il n'y avait que malentendu et cela vous coûte en énergie, en clarté, en paix, en pouvoir. Mais quand vous apprenez à vous éloigner, à faire une pause, à respirer, à séparer qui vous êtes de ce qui se passe, vous devenez plus ancré. Vous pouvez écouter la rétroaction sans vous plier. Vous pouvez naviguer le conflit sans combustion. Vous pouvez gérer la critique sans laisser cela fracturer votre estime de soi. Et vous cessez de vous offenser si facilement.
Pas parce que vous ne vous souciez pas, mais parce que vous avez appris que l'offense est un choix. Que être déclenché ne signifie pas que vous devez réagir. Que les mots des gens ne atterrissent pas profondément que s'ils frappent une blessure non guérie. Et quand vous reconnaissez cela, vous commencez à guérir au lieu de réagir. Vous cessez de donner à des étrangers l'accès à votre système nerveux. Vous cessez de laisser des gens qui ne vous connaissent pas narrer votre histoire. Vous cessez de laisser un mauvais moment devenir une mauvaise humeur, puis une mauvaise journée, puis une mauvaise identité. Vous cessez d'absorber ce qui ne vous appartient pas. Cette habitude nécessite de la conscience de soi, de l'humilité, de la grâce. Elle nécessite que vous cessiez d'assumer le pire, d'attendre l'attaque, de projeter vos peurs dans chaque interaction. Vous apprenez à ralentir l'histoire pour demander si c'est vraiment à propos de moi, pour vous rappeler que vous n'avez pas à accepter chaque opinion comme vérité. Et quand vous commencez à vivre de cette façon, votre attitude devient à l'épreuve des balles. Vous ne vous effondrez pas chaque fois que le vent change. Vous ne passez pas des heures à suranalyser un commentaire, un email, une conversation. Vous laissez les choses passer à travers vous. Vous prenez ce qui est utile et laissez ce qui ne l'est pas. Vous menez depuis un endroit stable. Cela ne vous rend pas froid, cela vous rend clair. Cela vous rend efficace. Cela maintient votre concentration. Cela protège votre paix. Parce que maintenant, votre énergie est dirigée vers la croissance, pas la défense, vers la créativité, pas l'insécurité, vers le leadership, pas l'autopréservation. Ainsi, entraînez cette habitude. Faites une pause avant d'internaliser. Respirez avant de réagir. Posez de meilleures questions. Ne prenez pas les choses personnellement, juste parce qu'elles font mal. Pas tout ce qui est douloureux est personnel. Parfois, c'est juste la vie. Et la vie n'est pas obligée de protéger votre ego. Mais vous êtes responsable de protéger votre propre pouvoir. Le quatrième méthode pour cultiver une attitude gagnante est d'assumer la pleine propriété de tout ce qui est sous votre contrôle et de libérer tout ce qui ne l'est pas. C'est ici que vit le pouvoir personnel. Pas en prétendant que la vie est parfaite, mais en refusant d'être passif. Pas en contrôlant chaque détail, mais en vous menant à travers chaque tempête. La propriété n'est pas à propos de la culpabilité. Elle est à propos de la responsabilité. Elle est à propos de la maturité. Elle est à propos de l'agence. La plupart des gens passent par la vie en pilote automatique, répondant aux circonstances comme une boule de flipper, rebondissant de déclencheur en déclencheur, attendant que l'environnement s'améliore avant de se sentir habilité. Mais si votre attitude est liée à ce qui se passe autour de vous, elle est fragile. Elle montera et descendra avec vos environs. Et ce n'est pas une façon de vivre. C'est une existence réactive, pas une vie d'intention. Une attitude gagnante commence avec une croyance. Je suis responsable de moi, de mon énergie, de mon effort, de mes choix, de mes réactions, de mes habitudes, de mes réponses, de mon élan. Personne d'autre ne vient me sauver. Personne d'autre ne vient gérer ma concentration. Personne d'autre ne va me sauver de mes excuses. Et cette croyance change tout. Vous cessez de pointer du doigt. Vous cessez d'attendre que les gens se comportent différemment avant d'entrer dans qui vous voulez être. Vous cessez d'externaliser votre état émotionnel à ce que les autres font ou ne font pas. Vous prenez le volant. Vous vous menez. Vous dites « Je ne contrôle pas tout, mais je décide toujours comment je me présente ». Cette habitude vous force à cesser d'être une victime de votre histoire et à commencer à en devenir l'auteur. Parce qu'il est facile de blâmer les circonstances pour une mauvaise attitude. Il est facile de dire « cela m'est arrivé » ou « on m'a fait me sentir de cette façon ». Mais au moment où vous le faites, vous donnez votre pouvoir. Vous devenez un spectateur dans votre propre vie. La propriété est l'opposé. Elle dit « ceci est à moi », à mener même quand c'est dur, même quand c'est injuste, même quand c'est douloureux. Surtout quand c'est douloureux parce que la douleur sans propriété devient souffrance. Mais la douleur avec propriété devient croissance. Elle devient carburant. Elle devient sagesse. Cette habitude ne signifie pas que vous contrôlez les autres. Elle ne signifie pas que vous tolérez l'abus.
Elle ne signifie pas que vous portez ce qui n'est pas à vous. Elle signifie que vous tracez une ligne claire entre ce que vous pouvez influencer et ce que vous ne pouvez pas et que vous versez votre énergie dans le premier. Vous vous concentrez sur votre discipline, votre mentalité, votre ton, votre préparation, votre planification, votre perspective. Vous cessez d'essayer de micromanager le résultat et commencez à maîtriser votre input. Vous réalisez que vous ne pouvez pas forcer les résultats, mais vous pouvez façonner les conditions qui les rendent possibles. Vous n'attendez pas la motivation externe. Vous construisez l'alignement interne. Vous ne vous plaignez pas des conditions. Vous vous adaptez. Vous répondez, vous pivotez. Vous ne laissez pas les obstacles vous dérailler, vous les reframe. Vous les transformez en entraînement. Vous les utilisez pour étirer votre capacité. Ce type d'attitude construit la confiance. Pas une confiance fausse, pas un ego gonflé, mais une confiance ancrée, tranquille, forte. Parce que quand vous prenez la propriété, vous cessez de vous demander si la vie va fonctionner. Vous commencez à la faire fonctionner. Vous cessez de vous demander si vous êtes capable. Vous commencez à le prouver. Et avec le temps, cette preuve se compound. Vos victoires peuvent être petites au début, mais elles grandissent. Votre cohérence construit l'élan. Votre concentration s'approfondit. Et éventuellement, les gens autour de vous le remarquent. Ils voient que vous n'êtes plus réactif. Vous êtes proactif. Vous êtes centré. Vous êtes intentionnel. Et cette présence change les pièces. Parce qu'une personne qui possède ses choix devient une personne qui façonne son futur. Et c'est là que commence l'héritage. Pas dans ce qui vous arrive, mais dans comment vous répondez. Pas dans ce que les autres vous donnent, mais dans ce que vous vous donnez à vous-même. La propriété est liberté. La propriété est feu. La propriété est le ground zero d'une attitude gagnante. Le 5e méthode pour cultiver une attitude gagnante est de choisir la discipline sur l'émotion. Parce que l'écart entre où vous êtes et où vous voulez être ne sera pas comblé par comment vous vous sentez. Il sera comblé par ce que vous faites. Et votre capacité à faire ce qui doit être fait indépendamment de comment vous vous sentez dans le moment est le trait définissant de quelqu'un qui gagne constamment. La plupart des gens vivent à la merci de leurs émotions. S'ils se sentent bien, ils agissent bien. S'ils se sentent fatigués, ils sèchent. S'ils se sentent découragés, ils reculent. S'ils se sentent démotivés, ils cessent de se présenter. Et avec le temps, ils commencent à construire une vie qui ressemble exactement à leur changement d'humeur. Mais une attitude gagnante ne vient pas de l'émotion. Elle vient de la répétition, de la structure, du rythme, de valeurs qui annulent les sentiments, d'actions qui s'alignent avec l'identité, pas avec les humeurs passagères. Vous ne pouvez pas construire quelque chose de durable si vous ne travaillez que quand vous en avez envie. La discipline est ce qui vous garde cohérent quand vos émotions sont incohérentes. Cela ne signifie pas que vous ignorez vos émotions. Cela signifie que vous ne les obéissez pas toutes. Vous les menez, vous les traitez, vous les sentez. Mais vous ne les laissez pas décider quel type de journée vous allez avoir. Vous ne les laissez pas choisir votre ton, votre effort ou votre exécution. Vous dites « Je ressens cela, mais j'agis encore depuis le principe, pas depuis la douleur. » La discipline dit « J'ai déjà décidé ». C'est ce qui la rend si puissante. Elle élimine le débat interne quotidien. Elle élimine le va-et-vient épuisant. Elle élimine la question « Ai-je envie de le faire aujourd'hui ?» La discipline a déjà répondu à cela. Allons-y quand même. Et plus vous le faites, plus cela devient facile parce que la discipline se compound. Elle ne construit pas seulement des habitudes, elle construit l'identité. Et l'identité devient votre ancre émotionnelle. Quand vous savez qui vous êtes, vous cessez de demander la permission à vos sentiments. Vous commencez à aligner votre comportement avec le futur que vous construisez, pas avec l'humeur dans laquelle vous êtes. C'est ainsi que vous gagnez de l'élan, pas en attendant l'inspiration, mais en étant fiable. Fiable avec vous-même, fiable avec votre vision, fiable avec le plan que vous avez fait quand votre tête était claire.
La discipline transforme vos bons jours en géniaux et transforme vos mauvais jours en moyens. Elle élève votre plancher. Et c'est la clé. Élevez le plancher, pas seulement le plafond. Tout le monde se concentre sur les pics, sur les moments de haute énergie, sur les grandes victoires, mais la vraie grandeur se construit dans votre journée moyenne. Il ne s'agit pas de jusqu'où vous pouvez aller quand tout fonctionne. Il s'agit de à quel point vous restez solide quand ce n'est pas le cas. La discipline est ce qui fait que votre journée moyenne est meilleure que le meilleur jour de la plupart des gens. Et elle s'entraîne à travers les petits choix. Vous vous réveillez quand vous avez dit que vous le feriez. Vous terminez la tâche même si vous êtes fatigué. Vous choisissez le dur parce que c'est le droit. Vous vous menez à travers le bas au lieu de laisser le bas vous mener. Et chaque fois que vous le faites, vous construisez la confiance. Cette autoconfiance, c'est ce qui vous rend dangereux. C'est ce qui rend votre attitude résiliente. Vous n'avez pas besoin que tout se sente bien pour faire ce qui est droit. Vous n'avez pas besoin de la configuration parfaite. Vous n'avez pas besoin de pression externe. Vous n'avez pas besoin d'une bonne humeur. Vous avez juste besoin de l'engagement que vous avez déjà fait. Et une fois que cet engagement devient habitude, une fois qu'il devient partie de qui vous êtes, vos émotions cessent d'avoir le dernier mot. Vous apprenez à ressentir la peur et à agir encore. À ressentir le doute et à bouger encore. À ressentir le découragement et à continuer encore. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est qui vous avez décidé d'être. Ainsi, vous construisez ce muscle une répétition à la fois, un matin à la fois, une tâche à la fois. Et à mesure que votre discipline grandit, votre vie commence à changer. Vous cessez de needing la motivation pour bouger. Vous cessez de needing une bonne journée pour prendre action. Vous cessez de needing que les étoiles s'alignent pour faire du progrès. Vous bougez simplement. Le 6e méthode pour cultiver une attitude gagnante est de vous entourer de personnes qui attendent plus de vous, pas moins. Parce que votre mentalité ne vient pas seulement de l'intérieur. Elle est mise à les modeler par l'énergie autour de vous, par les personnes que vous autorisez dans vos conversations, par les standards qu'elles maintiennent, par le langage qu'elles parlent. Et si vous passez assez de temps autour de personnes qui normalisent la médiocrité, vous commencerez à baisser votre propre standard sans même vous en rendre compte. L'attitude est contagieuse. La mentalité est contagieuse. L'énergie est contagieuse. Ainsi, si vous voulez grandir, si vous voulez construire quelque chose de fort et durable, vous devez être implacable avec votre cercle, avec qui a accès à vos pensées, avec qui vous laissez parler dans votre vision, avec dont l'approbation vous poursuivez et dont les standards vous commencez à adopter. La plupart des gens ne sont pas mauvais. Ils ne construisent simplement pas ce que vous construisez. Ils ne visent pas où vous visez. Ils ne courent pas au même rythme. Et si vous essayez de les emmener avec vous, si vous essayez de vous diluer pour qu'ils se sentent à l'aise, si vous passez tout votre temps à expliquer au lieu d'exécuter, vous vous brûlerez. Pas parce que vous avez tort, mais parce que vous n'êtes pas aligné. Une attitude gagnante n'a pas seulement besoin de soutien. Elle a besoin de défis. Elle a besoin d'aiguisage. Elle a besoin de personnes autour de vous qui ne vous laissent pas vous en tirer, qui ne vous laissent pas vous mentir à vous-même, qui ne sont pas impressionnés par vos excuses, qui vous aiment assez pour vous corriger, qui se soucient de votre futur plus que de vos sentiments dans le moment. Ce type de cercle ne se sent pas toujours bien, mais il produit toujours de la croissance. Ce sont les personnes qui vous rappellent votre standard quand vous commencez à glisser. Qui voit à travers vos distractions, qui appellent vos schémas, qui ne célèbrent pas seulement vos victoires, vous demande ce qui suit, pas parce qu'elle pousse la pression, mais parce qu'elle croit en votre potentiel. Et cela va dans les deux sens. Vous devenez ce type de personne aussi. Vous vous présentez avec vérité et grâce. Vous encouragez, mais vous n'activez pas. Vous soutenez, mais vous parlez aussi. Vous dites à vos personnes la vérité qu'elles ont besoin d'entendre. Vous élevez la température dans la pièce. Vous ne la baissez pas pour rendre les choses faciles. Vous apportez de la clarté quand les choses deviennent nuageuses. Quand vous construisez ce type d'environnement où la croissance est normale,
où la rétroaction est bienvenue, où les personnes parlent en vision au lieu de commérage, votre attitude devient inébranlable parce que vous n'essayez plus de maintenir votre standard seul. Il est soutenu, il est renforcé, il est reflété dans les vies autour de vous. Mais si vous êtes la personne la plus concentrée dans votre cercle est le problème. Si vous êtes le seul à poursuivre la discipline, le seul à parler de vision, le seul à corriger le comportement, vous n'êtes pas dans un cercle. Vous portez une foule. Et une foule vous draine. Mais le bon cercle vous construit. Ainsi, vous commencez à choisir les personnes en fonction de l'alignement, pas seulement de l'histoire. En fonction des valeurs, pas seulement de la proximité. En fonction de qui elles deviennent, pas seulement de qui elles étaient. Vous laissez aller les relations qui vous gardent enracinés dans une vieille version de vous-même. Vous ouvrez de l'espace pour les personnes qui défieront la prochaine version vers l'avant. Ce changement est inconfortable. Vous dépasserez les gens. Vous décevrez certains. Vous devrez vous éloigner des environnements où moyen suffit. Mais vous le faites avec amour, avec clarté, avec compassion, mais avec conviction parce que vous savez ce qui est en jeu si vous ne le faites pas. Et la récompense, votre énergie s'aiguise, votre rythme augmente, votre identité se stabilise. Vous vous entourez de personnes qui croient en votre futur, qui vous tiennent à votre parole, qui défient votre complaisance, qui parlent à votre moi le plus élevé, pas seulement à votre état actuel. Et cette habitude de protéger votre environnement, de curer vos conversations, de choisir votre cercle à dessein, est ce qui empêche votre attitude de dériver. Elle renforce tout le reste que vous construisez. Elle rend les jours durs plus faciles. Elle rend les bons jours plus satisfaisants. Elle transforme votre discipline en culture. Vous avez vu maintenant qu'une attitude gagnante n'est pas un cadeau. C'est un choix, pas un sentiment. C'est une habitude. Elle ne vient pas de vos circonstances. Elle vient de vos standards. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui définit votre mentalité, c'est ce que vous décidez d'en faire. Et si vous voulez vivre différemment, mener différemment, agir différemment, aimer différemment, alors votre attitude doit devenir non négociable, non optionnelle, non saisonnière, non basée sur l'humeur, fondationnelle, ancrée, fiable. Et cette fiabilité n'apparaît pas d'un coup. Elle s'entraîne, elle se superpose, elle se renforce. Vous n'avez pas besoin de maîtriser les 6 méthodes du jour au lendemain, mais vous avez besoin de commencer à vivre dedans. Vous avez besoin de commencer à remarquer votre dialogue interne et de le changer de réaction en leadership. Vous avez besoin de commencer à remplacer les attentes fragiles par une appréciation résiliente. Vous avez besoin de cesser de prendre les choses personnellement et de commencer à bouger avec perspective. Vous avez besoin de posséder ce qui est à vous et de libérer ce qui ne l'est pas. Vous avez besoin de vous mener avec discipline quand vos émotions ne coopèrent pas. Et vous avez besoin de protéger votre environnement comme si votre futur en dépendait, parce que c'est le cas. Tout compte, tout se compound et rien n'arrive par accident. Ceci ne concerne pas prétendre être positif. Ceci ne concerne pas ignorer les problèmes réels. Ceci concerne construire une force réelle, une force tranquille. Le type qui ne dépend pas de conditions parfaites. Le type qui ne requiert pas d'applaudissements. Le type qui ne s'estompe pas quand la vie devient lourde. Parce que c'est vraiment ce qu'est une attitude gagnante. C'est la cohérence sous pression. C'est la grâce sous le feu. C'est la concentration au milieu de la distraction. C'est le leadership quand personne ne regarde. C'est prendre des décisions depuis vos valeurs, au lieu de vos circonstances. Et une fois que vous l'avez construite, une fois que vous l'avez entraînée, une fois que vous l'avez choisie, toute votre vie bouge différemment. Votre énergie change, votre présence change, votre discipline s'aiguise, vos opportunités augmentent. Pas parce que le monde vous a donné quelque chose de nouveau, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un de nouveau. Ainsi, maintenant c'est à vous de le porter. Personne d'autre ne peut faire ce travail pour vous, mais personne d'autre n'arrive à prendre le crédit pour cela non plus. C'est votre habitude à construire, votre mentalité à modeler,
votre standard à établir. Et quand vous le vivez quotidiennement, pas occasionnellement, vous cessez de poursuivre la grandeur. Vous commencez à vivre depuis elle.